on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et en partenariat avec La Ferme Digitale, je vous présente le deuxième épisode de Culture Agri, le podcast sur l'innovation agricole. À vos bottes, j'ai eu le plaisir d'échanger cette semaine avec Clément, le cofondateur d'Agriconomie, qui permet aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Pourquoi Clément ? Parce que son parcours, de la ferme de ses parents à la création d'Agriconomie, est celle de beaucoup de start-upers du milieu ag-tech. Sa vision de l'agriculture et de l'innovation sont donc passionnantes. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire vos retours, cela nous encouragera à continuer de vous proposer d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Donc bonjour Clément, Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement du coup à ma sollicitation et merci de nous recevoir dans les bureaux d'Agriconomie qui ont quand même la réputation d'être les bureaux les plus cool de la ferme digitale, donc je suis hyper contente de les découvrir. Quand j'ai commencé un peu à réfléchir à ce podcast et par qui j'allais commencer pour les interviews, je me suis dit en fait qu'un sujet dont je voulais parler, et s'il y avait des personnes qui pouvaient parler d'agriculture et d'innovation, en fait je ne pouvais pas passer à côté d'un profil qu'on rencontre très souvent dans nos startups. C'est le fils ou fille d'agriculteur qui va travailler dans l'agtech. Je crois que c'est un peu ton profil. Du coup je te laisserai te présenter en quelques mots et peut-être présenter aussi un peu Agriconomie. Donc pour me présenter en quelques mots, Clément Le Fourny, je suis 5e génération d'agriculteur dans la Marne. Donc effectivement, je suis fils d'agriculteur. Aujourd'hui, je ne travaille pas sur l'exploitation puisque j'ai juste pas le temps. J'ai fait un bac agricole au lycée agricole de Thilloy à côté de Reims. Où là j'ai appris toute la partie technique en gros sur une exploitation agricole, mais je pense que plus que apprendre, finalement l'agriculture ça s'apprend sur le terrain, c'est un travail qu'on apprend sur le tas et c'est en découvrant ce qui se passe au cours des saisons qu'on devient agriculteur. Ensuite je me suis réorienté, donc j'ai fait du business, une formation de business IUT classique en technique de commercialisation, puis je suis parti en Angleterre faire un bachelor pour ensuite terminer à HEC en master entrepreneuriat. Là où j'ai rencontré donc mon associé Paolin, et c'est ce qui découle effectivement sur la création d'Agriconomie, puisqu'en 2014 on a décidé de créer Agriconomie, qui est le site partenaire des agriculteurs. Notre but c'est quoi ? C'est permettre aux agriculteurs de réaliser des économies sur leurs approvisionnements et donc de pérenniser, de mieux, d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations. Ok, top, merci. Donc du coup, tu te destinais quand même à la base à entreprendre dans l'agtech ou c'est vraiment à partir du moment où tu as rencontré Paolin que ça s'est décidé ? Alors à la base, j'étais plutôt dans un projet de reprise d'exploitation agricole familiale, okay. Donc de remettre vraiment les pieds sur le terrain, quoi, dans les champs, être au contact de la terre et puis développer toute une partie maraîchage, vente directe. Finalement, ça s'est quand même fait sur l'exploitation sans moi, donc c'est quand même un super projet qui anime énormément les personnes qui travaillent sur l'exploitation, mon père et mon oncle également, okay. Qui sont sur l'exploitation et donc distribue directement les produits de l'exploitation en restauration, en région parisienne essentiellement. Voilà en gros ce que je voulais faire, mais la rencontre effectivement avec Paolin, c'était l'alliance du digital, donc Paolin d'un côté, et puis l'alliance de l'agriculture où on se disait bon bah voilà, il y a un marché un peu poussiéreux de l'approvisionnement avec des COP et des négoces qu'on bouger, mais aujourd'hui qui ont du mal
à apporter tout ce que souhaite l'agriculteur en tant que tel. Et nous, on s'est dit, ok, les agriculteurs gagnent plus d'argent. Il est temps à un moment donné qu'on fasse quelque chose pour leur redonner du pouvoir d'achat. Et c'est là où on s'est dit, on va le faire avec un site internet parce que ça permet d'avoir une approche un peu plus économique de la distribution et donc de pouvoir faire bénéficier de l'économie l'agriculteur. On va parler effectivement de tous ces sujets-là et c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai lu, il y a toi, Paolin, et j'ai vu qu'au début, je ne sais pas s'il est encore là, du coup, il y a aussi un troisième cofondateur, Dean. Donc du coup, vous avez monté ça effectivement à 3. Comment vous êtes répartis les rôles au départ et c'est quoi pour toi un peu les avantages et les inconvénients d'être 3 cofondateurs? C'est pas mal quand même. On capitalise sur les forces et les faiblesses de chacun. Okay. Donc Dean, il code, c'est celui qui développe le site internet. Donc il est CTO. Donc il gère toute la partie technique. Il faut que le site fonctionne et soit développé correctement. Donc ça c'est Dean. Et nous déjà avec Paolin, on n'avait pas du tout les compétences pour faire ce métier-là. C'est à part, ouais. Et donc avec Paolin, on s'est dit, ok, qui est le meilleur pour faire quoi? Et Paolin a une aisance relationnelle très très forte et autres, donc tout ce qui était communication, marketing, communication extérieure, relations avec les investisseurs, voilà, c'était son truc et il est très fort là-dedans. Et moi j'étais un peu plus dans les opérations parce que je me sentais plus à l'aise là-dedans, donc le sourcing, l'approvisionnement, la supply chain, du commerce. Donc on a commencé comme ça et puis on s'est rendu compte que de temps en temps on arrive. On n'est pas des spécialistes de chaque métier. Donc, par exemple, à un moment donné, aux achats, je vais peut-être arriver au maximum, je ne vais plus avoir de nouvelles idées et autres. Et donc, avec Paolin, on va changer de manager. Et donc, là, aujourd'hui, Paolin manage la partie commerciale, moi, la partie achat, ce qu'on appelle catégorie manager chez nous. C'est des chefs de marché, finalement, engrais, semences et ainsi de suite. Et donc, demain, on peut switcher avec Paolin, il n'y a pas de souci. Par contre, on a des périmètres qui sont bien définis. Paolin, aujourd'hui, commerce, moi, sur la partie logistique, supply chain, voilà, il n'y a pas d'ingérence, on se dit les choses et c'est comme ça qu'on avance. C'est intéressant d'être capable effectivement de switcher pour aussi donner une nouvelle fraîcheur à ces pôles et tout ça, c'est hyper intéressant. Alors on switche pas tous les 3 mois quoi, parce qu'on monte des stratégies sur un an et demi sur des pôles. Donc voilà, faut maintenir aller un management pendant 2 ans et demi. C'est là où on fait de belles choses. Après, ça nous empêche pas d'avoir des idées. Moi, quand j'ai une idée sur la partie commerciale, j'en parle à Paolin. Quand Paolin a une idée sur la partie logistique, il m'en parle. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis finalement, Dean, on n'a pas grand-chose à dire parce qu'on comprend pas vraiment ce qu'il fait. Ça simplifie les choses. Dean, il fait son truc. S'il y a un bug, c'est lui qui est responsable. Exactement. Ça s'arrête là, quoi. C'est moins compliqué effectivement en termes de périmètre. Du coup, pour parler transmission et revenir à la ferme de tes parents, du coup, là j'imagine que ça va être compliqué de reprendre en tant que tel. Est-ce que tu as des frères et sœurs du coup qui vont le faire ou ça va se passer comment? J'ai un frère qui est ingénieur, donc aujourd'hui il reprendra pas. Non, ingénieur plutôt dans l'informatique. Voilà, il est intégrateur dans une société d'intégration. Et aujourd'hui, je suis le seul un peu dans l'agri. Donc ce qui se passe, c'est pas, on fera une reprise, une continuité de l'exploitation, continuité de l'activité. Par contre, sans être opérationnel. Donc ça veut dire qu'on ne travaillera pas au quotidien sur l'exploitation. Par contre, on est en train, donc on travaille avec quelques personnes aujourd'hui qui progressent énormément et qui sont formées sur la gestion d'entreprise, qui sont formées d'un point de vue technique. Donc ça, c'est mon père qui le fait sur l'exploitation. Et qui demain reprendront le flambeau sur l'exploitation. Qui vont assurer cette continuité de l'exploitation. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, donc, tu connais très bien le milieu agricole puisque tu y as grandi. Mais est-ce que en montant Agriconomie, tu as été surpris par certains aspects problématiques, enjeux que tu n'avais pas forcément identifiés avant dans le milieu agricole? Allez, là, tu vas avoir l'enjeu financier déjà. Aujourd'hui, la coop aide l'agriculteur sur le côté financier. Alors justement, peut-être la coopérative, rappelez. La coopérative, en fait, ce sont des coopératives, comme on peut en retrouver de manière assez régulière, qui permettent à l'agriculteur de vendre ses céréales et d'acheter tous les moyens de production, ce qu'on appelle les appros
dans le langage agricole, donc les engrais, les semences, les produits phyto et ainsi de suite. Okay. Et puis la coopérative rachète les céréales de l'autre côté. Ce qui t'a surpris, la partie financière plutôt? La coopérative, ce qui est particulier, c'est que ça appartient aux agriculteurs. Donc c'est des agriculteurs qui sont regroupés pour les monter. Et donc aujourd'hui, on a des coopératives avec 10, 12, 17 000 adhérents, et puis des coopératives où il y a une cinquantaine d'adhérents, et donc qui n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Il y en a qui sont plus sur des stratégies d'exportation, transformation, industrielle et d'autres. Et puis les plus petites vont être plutôt sur des marchés de niche, avec des partenaires qui font des farines particulières, par exemple, ce genre de choses. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit beaucoup, même énormément d'agriculteurs qui sont relativement dépendants finalement de la coopérative, qui achètent et qui vendent. Donc l'agriculteur achète ses engrais par exemple, et derrière on va avoir la coopérative qui va lui donner des délais de paiement qui vont être un peu plus longs, où ça va être payé avec un compte courant. Donc les agriculteurs ont des comptes courants à l'intérieur de ces sociétés puisqu'ils sont sociétaires, ils ont des parts de capital et donc ils peuvent obtenir des comptes courants d'associés à l'intérieur de ces sociétés. Donc on a une partie finalement qui est pas forcément évidente pour l'agriculteur, qui peut être un peu bloqué avec sa COP et donc ça l'empêche d'aller vers d'autres distributeurs. Ensuite, qu'est-ce qui m'a choqué, c'est qu'on est dans un monde, le monde agricole, qui est un monde où il y a des fortunes qui se sont un peu créées dans le monde agricole et donc qui ne s'est pas vraiment réinventé tant qu'il y avait de l'argent qui circulait parce que l'approvisionnement, la vente de céréales permettait de vivre correctement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des fusions, sauf que les fusions entre les différents distributeurs, que ce soit Coop ou Négoce, mais plus la Coop, aujourd'hui, il n'y a pas eu de restructuration dans les Coop. Donc elles fusionnent, sauf qu'elles gardent les mêmes charges quasiment qu'au début, ce qui fait que finalement on n'a pas d'économie. Et donc les agriculteurs, on a des agriculteurs qui gagnent très peu d'argent, des coopératives qui gagnent très peu d'argent, et c'est là où maintenant on va devoir faire quelque chose, parce que si on continue dans ce modèle, personne ne continuera à gagner de l'argent. Donc on a pas mal de Coop qui sont en train de se pencher sur la question, donc ils vont fermer des dépôts qui coûtent cher aujourd'hui, parce qu'il y a de l'entretien, il y a des normes sanitaires aussi et des normes d'hygiène qui sont importantes. Et donc tout mettre aux normes coûte une fortune pour les Coop, donc aujourd'hui ils vont plutôt fermer des silos, des choses comme ça, ce qui va permettre de réduire les charges. Et donc il n'y a que comme ça où on fera que l'agriculture sera plus pérenne. Et ça, du coup, c'est des choses où tu n'avais pas forcément perçu l'ampleur en ayant cette vision aussi macro avec Agrico par rapport à ton expérience, toi, que tu avais sur la ferme de ta famille? Exactement, hein, très, très clairement, c'est quelque chose où aujourd'hui, quand on est agriculteur, on n'a pas du tout cette vision-là. Ensuite, je vais te prendre un autre exemple. Hein, les Coop sont regroupés en centrales d'achat, donc il y a des centrales d'achat, des unions régionales, des unions nationales, tout le monde prend une com sur la marge en permanence, donc on a des instances qui deviennent assez lourdes. Et finalement, vu que tout le monde prend sa com au passage, le prix du produit, finalement, il est relativement élevé pour l'agriculteur. Parce qu'on a un millefeuille, finalement, qui est créé et qui n'est pas forcément très compétitif. En plus, aujourd'hui, on commence à voir des choses émerger. Par exemple, il y a InVivo qui vient de lancer Aladdin. Donc, Aladdin est une boîte qui va faire de la distribution de produits de santé végétale, qui va faire de la distribution d'engrais, de services. Enfin, on a du mal à comprendre un peu le positionnement. Mais aujourd'hui, très clairement, hein, ils vont capter de la data de l'agriculteur. Déjà qu'ils ont SMAG, qui fait partie de leur giron, très clairement, ils vont avoir toute la donnée de l'agriculteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette donnée ? Est-ce qu'ils vont la commercialiser ? Est-ce qu'ils vont la vendre ? C'est assez complexe. Tu as des super acteurs aujourd'hui qui sont sur tous les fronts et qui sont en amont, en aval, et qui vraiment prennent l'agriculteur. Il est le même fournisseur et le même distributeur, etc. Exactement. Hein. Et puis, je te cache pas que quand on est un tout petit acteur, aujourd'hui, et qu'on arrive dans un marché en dépoussiérant un peu le marché, on se prend des gifles. Hein. Aujourd'hui, tout le monde voulait pas qu'Agriconomie soit créée, quoi. Hein. Donc, alors maintenant, on fait partie du paysage. Mais à l'époque, on nous mettait des bâtons dans les roues tous les jours. Donc, il y avait des pressions. Il y avait des gros molosses aussi, quoi. Donc, exactement. Je veux bien te croire. Du coup, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet, effectivement, d'Agriconomie. Donc, effectivement, on l'aura compris, le but aussi, il est du coup de concentrer les besoins des agriculteurs pour mieux négocier les prix aussi, offrir des prix plus attractifs pour les agriculteurs.
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé au départ, tu sais, cette espèce de boucle de départ où t'as pas de client, du coup t'as pas de fournisseur, t'as pas de fournisseur, du coup t'as pas de client, et comment vous en êtes sorti? Est-ce que tu te rappelles du coup du premier fournisseur que vous avez signé Et exactement, je me rappelle comme si c'était hier, on était au Novotel à Reims en train de prendre un café, et puis la personne, apparemment un peu malade comme nous, elle nous dit « Ok, go, on y va ». Et c'est là où finalement ça a été super marrant parce que cette personne, il lui restait, c'était une personne qui connaît très très bien le marché, 40 ans d'expérience dans le marché. Cette personne a dit ok, on va tester comme ça ensemble. On va tester avec le produit qui est le moins margé, donc c'est un produit de commodité qui s'appelle la solution azotée. Donc c'est un engrais. Et aujourd'hui, ce produit, c'est que du coût du produit et du transport. Hein. Derrière, les marges sont ridicules. C'est 1, 2, 3 euros de marge de la tonne. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué avec des risques financiers qui sont importants. Et donc, cette personne, elle nous dit « Ok, Banco, on y va ensemble ». Et là, on s'est dit, attends, mais c'est complètement bizarre. Cette personne, on n'a pas de fournisseur, on n'a pas de client, on n'a limite pas de site, hein, parce que c'était le début. Et là, la personne nous dit, ok, go. Et en fait, il faisait partie de ces gens qui ont su, à un moment donné, dire, ok, il y a potentiellement une opportunité à saisir dans ce modèle de distribution, et donc il faut y aller. Et effectivement, cette personne, elle nous a accompagnés pendant des années, elle nous accompagne encore. Alors aujourd'hui, c'est une personne qui est à la retraite, mais très clairement, en tant qu'elle était en fonction, on se voyait régulièrement et il nous accompagnait dans le développement. Ok, ça marche. Et puis les fournisseurs appellent les fournisseurs, t'en as un, ensuite t'en as 2, 3, 4, 5. Une fois que la boucle elle est lancée, c'est ok, mais le premier, c'est dur quoi, parce que tu peux pas leur dire que tu vas réussir à vendre hyper bien leurs produits parce que t'as personne, en même temps t'auras personne tant que t'as pas de produits à vendre. Donc, exactement. C'est le premier qui est dur quoi. Après ça suit quoi. Je te cache pas qu'à l'époque, en plus, les fournisseurs avaient un petit peu cette crainte de travailler avec nous, puisque derrière, il y a 4 centrales d'achat en France. Il y en a une, donc InVivo, dans la moitié, elle n'est pas dans la moitié Est, mais quand on rentre vers la Meuse et autres, par là-bas, ils ont 70% de part de marché, donc c'est un quasi-monopole. Donc si à un moment donné, travailler avec Agri Economy, ça leur pose problème de l'autre côté, parce qu'effectivement, ça crée de la concurrence, et qu'ils se font déréférencer d'une centrale d'achat comme Area, et ben derrière, ils ont de gros problèmes. Et d'ailleurs, ils continuent aujourd'hui à mettre des pressions pour... Et justement, peut-être c'est un peu lié aussi, mais j'ai vu sur votre site que vous aviez un peu un chiffre choc, qu'un agriculteur, il pouvait payer 30% plus cher ses semences que son voisin. C'est assez fou. Comment ça s'explique et surtout, est-ce que c'est vraiment spécifique au milieu agricole, tu penses, ou c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les secteurs économiques? On va le retrouver dans tous les secteurs économiques, hein, mais pourquoi le milieu agricole, on le retrouve plus? Parce que c'est un milieu qui est relativement opaque. Il y a beaucoup d'opacité sur le prix de vente. On a des petits monopoles locaux. Et donc, c'est pas toujours évident pour l'agriculteur de faire jouer aussi la concurrence, parce qu'il y a peu de concurrence parfois dans certains endroits. Il y a des endroits comme le nord de la France, autant te dire, il y a énormément de concurrence. Par contre, quand tu te retrouves à Châlons-en-Champagne, en termes de concurrence, elle est relativement faible, hein, puisqu'il y a un très gros acteur, 2-3 petits acteurs, et puis voilà quoi. Donc c'est... Ça dépend des régions aussi, ouais. Du coup, beaucoup ces situations-là, quoi. Beaucoup, et puis on n'a pas un prix catalogue, quoi, hein. Il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas ce genre de choses. Aujourd'hui, dans l'industrie, on va le retrouver dans tout ce qui est un petit peu particulier, l'industrie nucléaire. Tu peux avoir une centrale dans le nord de la France, une centrale dans le sud de la France, avec 2 directeurs de maintenance, et puis ils se rendent compte que telle pièce, il y en a un qui l'achète 20 € parce qu'il a trouvé un sourcing en Allemagne, et l'autre, il achète 240 parce qu'il est en sourcing en Espagne, quoi. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis que le partage de l'information et la transparence dans le marché permettrait d'aller chercher des économies qui sont forcément importantes, en l'occurrence pour l'agriculteur. Pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, un agriculteur chez nous, il va économiser, s'il fait 50 ou 60 000 € de dépenses chez nous, il va économiser 5 000 €. Quand tu sais qu'il y a 60% des agriculteurs qui gagnent moins de 300 € par mois, ces gens-là, on leur double leur salaire, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Et en même temps, hyper chouette pour vous, quoi. Enfin, oui. Ça rend hyper fier de pouvoir se dire que vous avez doublé son salaire, quoi. On a un enjeu social super important et sociétal. Pourquoi je dis sociétal? Social, pourquoi? Parce que si l'agriculteur vit bien,
ça lui permet de se rendre compte de l'enjeu sociétal. Donc, par exemple, l'environnement aujourd'hui, j'ai mis, tu vois, quand tu repenses la pyramide de Maslow comme elle est, tu peux pas être en train de penser à l'environnement qui fait partie quand même du haut de la pyramide de Maslow quand tu as du mal à nourrir, quoi. Tu as un besoin de sécurité, tu as un besoin physionomique qui est de manger. Aujourd'hui, l'agriculteur a du mal. Alors pas tous, hein, mais une partie a du mal. Et donc se dire, je vais changer totalement ma méthode de production, donc prendre un risque et potentiellement voir disparaître mon exploitation, aujourd'hui je suis pas prêt à le faire parce que ça se joue à un fil, quoi. Si demain il vivait un peu mieux, l'agriculteur serait plus enclin à changer sa manière de produire, et à prendre des risques, à prendre un peu plus de risques, et donc à se dire, je vais faire ça parce que je vois qu'il y a un intérêt à la fois pour moi, parce que je vais gagner plus d'argent, et à la fois pour la société, parce que je vais faire quelque chose qui va être un peu plus respectueux, par exemple, de l'environnement. Et ensuite de ça, on a un gros enjeu sur le consommateur, puisque le consommateur, il faut qu'il soit prêt à payer le prix en face du produit. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur dans le monde agricole aujourd'hui. C'est clair. Est-ce que du coup, aujourd'hui, Agriconomie s'adresse à tous les agriculteurs, ou est-ce que vous avez plutôt aussi priorisé certaines filières et vous dire que vous allez en ouvrir d'autres demain, entre l'agriculteur qui a 600 hectares de céréales et l'agriculteur qui a 1 hectare en micro-permaculture ou quoi que ce soit? Est-ce que vous adressez tout le monde aujourd'hui, ou est-ce que quand même il y a des filières? On adresse plutôt des filières. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bovin, lait et allaitant. Allaitant, bovin pour la viande. Et surtout la culture. Voilà, nous, on est des experts de la culture. Ça vient de quoi? Ça vient de notre ADN, ça vient de l'histoire d'Agriconomie. Grande culture, du coup, plutôt céréales. Céréales, colza, blé, orge, escourgeon, pommes de terre, betteraves, enfin voilà, un peu tout ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça fait partie de notre ADN. Notre ADN, toi, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît. Oui. Si j'avais été fils de viticulteur, potentiellement, on aurait commencé dans la viticulture, sauf que ce n'était pas le cas. Donc on a commencé plutôt la grande culture, et après l'élevage, plutôt bovin, et un petit peu sur la partie ovin. Après, c'est vrai qu'on pourrait très facilement aller, aujourd'hui, les viticulteurs peuvent retrouver une gamme de fertilisants sur Agriconomie qui correspond à leurs besoins. Ils vont pouvoir retrouver tout ce qui est le matériel d'atelier sur Agriconomie. Enfin voilà, ça, il n'y a pas de souci. Ça se recoupe aussi, du coup, de ce côté-là. Et dernière question aussi, vraiment sur la boîte. J'ai vu que vous étiez resté longtemps au début d'Agrico, du coup, dans la ferme de tes parents, puis que quand même vous avez dû bouger un moment ici en vous développant. C'est vraiment impossible aujourd'hui de développer une start-up depuis la campagne? C'est pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, j'habite dans un petit village qui s'appelle Cole. À Cole, il y a 150 habitants. Recruter un développeur à Cole, quand on veut faire du digital, c'est mission impossible, quoi. Donc, c'est pas forcément évident de recruter. Alors, ce serait plus simple pour recruter des experts techniques agricoles. Là, clairement, ça serait beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, le plus dur, c'est recruter donc, des experts en développement, en informatique. Et dans le petit village de Cole, c'est assez compliqué d'attirer cette compétence. Par contre, ce qui est important, c'est quand on est sur l'exploitation, on a un premier bêta-testeur. On a mon père, agriculteur typique d'Agriconomie. Au moment où on a lancé, 50 ans, digital mais pas trop, sur une exploitation de taille moyenne, et qui est plutôt avec une diversification de ses fournisseurs. Et ben quand tu vois ça, t'as le persona. Nickel, pour tester toutes vos nouveautés, etc. Donc pas mal. La première fois où je lui ai dit c'est cool, tu vas être bêta-testeur, il m'a dit c'est toi le bêta. Je lui ai fait non mais bêta, tu comprends, celui qui va le premier quoi, le testeur. Le first one. Et du coup, quelles sont un peu aujourd'hui les perspectives de développement là, je vois à chaque fois vous êtes prix French Tech de la croissance et tout ça, donc bon, ça roule bien, et en termes de business ça va que en augmentant. Est-ce que vous avez des perspectives un peu aussi de développement, de diversification dans d'autres secteurs, je sais pas? Déjà, ce qu'on fait, c'est le faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et je pense qu'aller courir 200 lièvres à la fois, c'est très compliqué d'être bon dans tous les secteurs. Donc on va conserver le secteur grande culture et le secteur bovin, qui sont les deux secteurs où on veut avancer. Et plutôt que d'apporter juste de la pro,
on veut apporter du service. Comment est-ce qu'on permet à l'agriculteur de mieux gérer son exploitation? Comment est-ce qu'on lui apporte des clés pour être plus rentable? Et donc, oui, l'appro est une manière, parce qu'on va négocier sur les approvisionnements. Donc l'agriculteur, il va économiser dessus. Mais comment est-ce qu'on peut lui permettre de vendre au bon moment son grain? Comment est-ce qu'on peut lui permettre d'acheter au bon moment son engrais? Parce que c'est des marchés avec des cours, avec des évolutions à la hausse ou à la baisse. Et donc ça peut jouer fortement sur la rentabilité. Mais aussi lui donner des ratios de pilotage, par exemple. Est-ce qu'on peut lui dire qu'avec cette semence, il va avoir 6% de rendement en plus dans sa zone, parce que cette semence elle est plus adaptée à sa zone géographique, et donc on va déployer de la rentabilité pour l'agriculture. Ça, c'est le modèle qu'on veut. Vous souhaitez un peu aussi lancer ce système de data, quoi. Enfin, bosser sur les data et pour continuer à bosser sur effectivement le même sujet qui est la rentabilité, qui est finalement votre combat chez Agriconomie, quoi. Faut qu'il y ait un aspect communautaire dans le milieu agricole. Il y a un fort aspect communautaire. La coopérative, ça en est l'exemple. Mais le côté communautaire, c'est quoi maintenant? C'est de se dire, je vais récupérer de la donnée d'un agriculteur, seule, elle vaut rien. Par contre, je vais récupérer la donnée de 100 agriculteurs à un endroit donné, qui vont m'indiquer le rendement, quelle technique culturelle ils ont utilisée, combien d'unités d'azote ils ont apporté, et ainsi de suite. Et en fonction des variétés qu'ils ont implantées, je vais leur dire, les gars, dans votre zone, c'est telle variété qui est la meilleure et celle-ci qui est la deuxième. Okay. Et si vous mettez ces deux-là, vous avez plus de chances de développer votre exploitation. Donc moi, ce que je fais, je capte pas de la data que je vais vendre à droite à gauche à d'autres acteurs. Ce que je vais faire, à contrario d'autres personnes, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à l'agriculteur, mets ta donnée ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traiter pour toi, pour te restituer une donnée traitée. Et donc, on va mettre de l'intelligence collective et on va exploiter cette donnée pour dire, regarde, on a traité, on a pré-mâché le sujet et voilà ce qu'on en a sorti. Nous, on est des créateurs d'outils et notre objectif, c'est d'arriver à créer cette communauté. Là où, par exemple, sur Agrico-Rendement, on a fait un truc de malade, puisque on a plus de 7000 parcelles renseignées dans Agrico-Rendement, quoi. Ok, donc ça c'est déjà un outil qui est déjà lancé, tout c'est pas un projet, il est déjà actif, ça c'est déjà lancé. Vous commencez déjà à récolter des infos, etc. quoi. Toutes les préconisations de choix de variété, on le fait grâce à ça. Ok, ça marche. Quels seraient pour toi les avancées ou les résultats qui te rendraient les plus fiers du travail que vous avez accompli chez Agrico, je sais pas, dans 10-20 ans Tu vois, là où tu te dirais, là on a réussi quoi, enfin on a réussi notre pari, c'est bon quoi. Là où aujourd'hui une exploitation agricole, ça va être entre moins 5 et 3% de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires. Donc admettons, je fais 100 000 euros, 3%, je gagne 3 000 euros. Moi, ça serait de dire, ok, tu vas faire 100 000 euros. Nous, ce qu'on veut, c'est t'aider à faire 150 000 euros. Donc mieux valoriser la production de l'agriculteur et dire, tu vas pas faire 3 000 euros de résultats nets. Comment est-ce qu'on peut t'aider à en faire 15 ou 20 quoi? Comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des agriculteurs qui fassent des résultats nets négatifs tous les ans? Comment est-ce qu'on aide ces agriculteurs à faire des résultats positifs? Comment est-ce qu'on pérennise leur exploitation? C'est quand même incroyable de faire 80 heures par semaine et de ne pas pouvoir vivre de son propre travail. C'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est super compliqué. Et puis même personnellement, c'est super compliqué. Donc nous, vraiment, ce qu'on doit amener à l'agriculteur, c'est de la rentabilité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas gagner 15 000 euros par an, comment est-ce que je te permets d'en gagner 30 ? Comment je t'aide à faire ça ? Et mon objectif, c'est de dire à l'agriculteur, je double ta rentabilité. Si tu travailles avec nous, on va doubler ta rentabilité. C'est ça mon leitmotiv au quotidien. Je me lève parce que je sais qu'on fait quelque chose qui a un impact positif sur la vie de nos clients. Ça marche. Et du coup, effectivement, encore pour rester sur cet aspect de rentabilité, du coup, vous avez en fait une attaque assez frontale vis-à-vis des coopératives, etc. Parce que c'est finalement elles qui ont capté aussi tout ça, ou d'autres acteurs de l'agriculture.
Qu'est-ce qui freine aujourd'hui effectivement les agriculteurs dans ce peu de rentabilité qu'ils ont, quoi? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui Tu vois, pourquoi ça bouge pas plus vite, quoi? Regarde, je te prends un exemple. Je suis une coopérative. J'ai une chaîne industrielle derrière. Ma chaîne industrielle a du mal à être rentable. Donc, je vais prendre un exemple, la farine. Je fais de la farine. La farine, c'est compliqué d'être rentable sur la farine. Mais, par contre, quand j'ai acheté un moulin, le moulin, je dois le rentabiliser sur beaucoup d'années. Je ne vais pas juste investir sur 3 ans dans un moulin. Ouais. Donc si je fais ça, ça veut dire que l'agriculteur à qui j'achète le grain, il faut que je lui achète le grain, que je le transforme et je ne déploie pas de valeur sur ce marché-là. Et c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui pour faire redescendre de la valeur pour l'agriculteur. Alors il y a des coopératives qui s'en sortent mieux que d'autres. Aujourd'hui, tu as des coopératives qui se sont lancées dans le malt. Ça se passe pas mal pour elles et ça valorise la production de l'agriculteur. Mais pour combien de temps ? C'est des choix stratégiques qui peuvent être compliqués. Ensuite, je ne suis pas opposé au modèle coop, au modèle négoce. Je suis plutôt opposé à l'intégration verticale. Aujourd'hui, on intègre l'agriculteur dans un modèle et en fait, on lui achète sa force de travail. Mais c'est ça, c'est un peu cette prise en étau en fait Exactement. De l'agriculteur dans cette chaîne-là, quoi. Ouais. C'est ça qui va pas aujourd'hui. Et ça, moi, c'est ce qui me dérange. On peut pas être jugé parti dans le truc. On peut pas dire, je te fournis tout, donc je sais combien ça te coûte, combien ça te charge, et je t'achète à la sortie le truc, parce qu'on se débrouille pour que tu gagnes un peu, mais pas trop, quoi. Si tu es prêt à accepter de vivre avec 300 € par mois, et la personne avec qui tu travailles, elle va te laisser que 300 € par mois, parce que tu es dans un modèle intégré. Je pense que demain, il faut aider l'agriculteur à sortir des modèles intégrés, lui permettre Alors, le modèle intégré, c'est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que même quand le marché ne se porte pas bien, tu es sûr de ton débouché, c'est un débouché fiable et autre. Quand tu n'es pas sur des modèles intégrés, ça demande à l'agriculteur d'aller chercher son propre débouché et ainsi de suite. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour un agriculteur, parce que ça veut dire réinventer son métier. Je ne suis plus simplement producteur, je ne suis plus simplement technicien ou autre, je suis aussi commercial de mon produit. Là où, quand je produis du blé, aujourd'hui, je l'amène à la COP. La COP, elle me dit c'est 160 € de la tonne. Terminé, quoi. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit aussi. C'est assez étrange quand tu es agriculteur, tu es à la fois entrepreneur, donc tu as toutes les contraintes de l'entreprise, mais en fait, tu vis et tu es considéré comme un salarié, tu décides pas de combien tu te payes, de combien qu'on te paye, et combien tu achètes, et combien tu vends, etc. Donc, tu es un peu entre deux, et c'est aussi peut-être ça qui te bloque dans ta prise de décision, en fait. T'as des acteurs, t'as des agriculteurs, ils n'ont pas de facturier. Ils facturent jamais personne. C'est les gens qui te disent j'achète ça. En fait, c'est un marché de demande. C'est pas un marché d'offre, c'est un marché de demande. Donc ça veut dire qu'on va proposer à l'agriculteur 160 € de la tonne, tu as peut-être un autre acteur négoce à côté qui a proposé 162, l'agriculteur il va dire ok, j'y vais à 162. C'est un marché où l'acheteur fait le prix de vente, mais c'est normal parce qu'on est sur des marchés mondiaux avec des cours et on ne fait pas ce qu'on veut. Je pense que pour aider l'agriculteur, il faudrait sortir en gros de ce modèle où aujourd'hui on a du mal à se positionner. Quand on voit que des coûts de production chez nous, on va être à 130, 140, 145 € de la tonne de blé, alors qu'on va être parfois à 100 de coûts de production dans certains pays, c'est compliqué d'être rentable. Donc, si on continue à rester un peu dans ce qu'on appelle l'océan rouge, où il y a toute la concurrence et où on a du mal à tirer notre épingle du jeu et où en plus qualitativement on a du mal à tirer notre épingle du jeu, il faut changer de marché, se remettre dans l'océan bleu, où là il y a de la place avec des nouveaux intervenants, où il y a peut-être moins de concurrence. Alors ça demande de revoir aussi son métier, parce qu'aujourd'hui produire du blé pour les marchés mondiaux, ça demande un métier, mais exactement. Pour aller faire sa petite farine et vendre à côté de chez soi, c'est autre chose. Ça demande d'autres compétences en termes de production. Aujourd'hui, passer en agriculture bio, ça demande d'autres compétences. Techniquement, il faut être très très bon pour faire de l'agriculture bio. Et c'est pour ça que c'est des process qui prennent aujourd'hui du temps, qui sont hyper enclenchés, mais qui effectivement prennent du temps. Et justement, en parlant de ça, c'était aussi forcément une question que j'avais. C'est pas forcément la transition écologique auquel on pense quand on pense agricole. Pour autant, vous êtes jeune et vous connaissez très bien les problématiques du secteur, et je pense que c'est aussi forcément quelque chose qui vous tient à cœur. On en a parlé un peu tout à l'heure.
Toi, ta vision, c'est un peu de dire que si on résout ce problème-là de rentabilité, on pourra répondre aux attentes sociétales. Mais aujourd'hui, concrètement, je dirais un peu au quotidien, comment vous intégrez ces problématiques-là dans votre business? Est-ce qu'il y a des trucs sur Agrico, quand tu vas sur le site, qui te poussent à acheter tel ou tel produit? J'en sais rien. Aujourd'hui, on donne de l'information. On met des clients en relation. Quand il y a un client qui nous dit j'aimerais faire du semis sous couvert et qu'on connaît un autre client qui en fait, on les met en relation. On édite des programmes. Tu vois, par exemple, la dernière fois, on éditait un programme sur le désherbage. Le désherbage, il y a 90% du travail qui va se faire d'un point de vue mécanique, avec des rotations des cultures plus importantes. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où on ne peut pas augmenter les rotations des cultures, où c'est compliqué. Ça se fait parce qu'il y a les débouchés aussi. Moi, dans ma zone, demain, je veux faire du lupin. Si je ne trouve pas de débouché pour le lupin, je vais produire du lupin. Mais personne ne va me l'acheter, tu vois. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Donc, il faut monter des filières qui ne sont pas évidentes à monter. Et ça, c'est des sujets qui sont extrêmement préoccupants pour les agriculteurs. Et la partie chimique, finalement, phyto intervient, mais qu'en dernier recours. Ça coûte tellement cher à l'exploitation. L'agriculteur, il ne se dit pas, tiens, je vais mettre des produits pour mettre des produits, quoi. Ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, moins il en met, mieux il se porte. Hein. Pour être tout à fait honnête. Donc, à mon sens, il faut aider l'agriculteur à augmenter, donc à avoir des nouveaux débouchés, ce qui va lui permettre de faire de nouvelles cultures. L'allongement des rotations va également lui permettre donc de réduire l'enherbement, va réduire les maladies, ce genre de choses, la pression fongique. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on va réduire aussi les doses de... Mais il y a une question de filière. Est-ce que après, on peut toujours produire, tu vois, aujourd'hui, la filière française, sur la pomme de terre, elle veut plus de certaines matières actives ou avec des seuils qui sont très très faibles, hein, pas de souci. On est capable de le faire. Par contre, la pomme de terre, elle n'aura pas la même tête parce que ça va avoir des conséquences. Bien exactement. Donc, il faut être prêt. Il faut que le consommateur soit prêt à faire des concessions sur certaines choses, ce qui nous permettra de produire différemment. Mais si le consommateur aujourd'hui veut que du prix, et là, on ne pourra pas avancer. Après, il y a d'autres sujets, hein, très, très honnêtement. Quand on met des règles en France, où aujourd'hui, on voit des produits d'importation qui ne respectent pas du tout les règles et qui rentrent sur le territoire, on explique à l'agriculteur que c'est pour la santé du citoyen français, et puis derrière, on importe n'importe quoi. Et là, ça pose de vrais soucis. Soit il y a une équité dans ce qui est importé, donc il faut que ça réponde parfaitement aux normes qu'ont les agriculteurs français. Aujourd'hui, par exemple, je vais te citer viande hormonée, des choses comme ça, c'est interdit en France. Les OGM sont interdits en France. Par contre, ça nous dérange pas d'importer du soja OGM en France, quoi, ou du maïs OGM. Ouais. C'est ça qui est terrible, tu vois. Ok. Donc du coup, effectivement, votre approche, elle est plutôt aussi dans tous les échanges. Du coup, vous êtes en contact quotidien avec plein d'agriculteurs, et donc du coup, c'est de pouvoir les aider dans leur problématique de transition quand elle se pose au cas par cas, quoi. Exactement. Je veux faire du bio. Aujourd'hui, mon distributeur à proximité de chez moi propose pas les produits bio dont j'ai besoin. On va les retrouver sur Agroeconomie. Okay. Ça va faciliter aussi leur passage au bio ou d'autres techniques de transition, type semi-couvert, etc., quoi. Ça marche. Et est-ce que tu penses autant que notre génération, notre génération en tant que on va devenir agriculteur pour ceux qui s'y destinent, ou notre génération, nous qui bossons dans le milieu agricole et qui ne sommes pas directement les mains dans la terre, est-ce que tu penses qu'on est aujourd'hui capable de relever ces défis-là? Est-ce que t'es positif là-dessus ou t'es plutôt un peu inquiet? Ah non, moi je suis relativement positif. Pourquoi je suis positif? Parce que je pense que l'agriculteur a envie de bouger. Le consommateur bouge, on le voit, et je pense qu'il faut rapprocher les deux. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer le consommateur avec l'agriculteur. Chose qui se passe énormément, je rentre chez mon père et il me dit de toute façon, on n'est pas aimé. Oui et non. Que tu vas à Paris et ils veulent tous planter un grain de salade en se disant c'est trop beau l'agriculture. Exactement. Et en plus, je pense très honnêtement que le citoyen français, le modèle, pour la 3e année consécutive, le modèle agricole français a été élu modèle le plus respectueux de l'environnement.
c'est pas pour rien. Donc quand les Français voient ça, quand le citoyen voit ça, quand il se dit ok, bon, bah, j'ai une agriculture française respectueuse de l'environnement, bah, finalement il faut rapprocher les deux parce que je pense que les deux ne se comprennent pas. Oui, toi, ton père, il a encore cette vision effectivement sur, oui, aussi, là on en a parlé cette année, de l'agribashing, etc. C'est quelque chose qu'il ressent, lui. L'agribashing, aujourd'hui, tous les agriculteurs le ressentent. Ils le ressentent où, du coup, dans les médias. Aujourd'hui, tout le monde devient média avec les réseaux sociaux. Je fais un post LinkedIn, bam, je deviens média, quoi. Je peux faire passer une manière de travailler, une manière de penser à d'autres personnes, et donc je deviens média. Et ce qui se passe, c'est que l'agriculteur, aujourd'hui, il sent ce poids de manière importante. Je ne sais pas si tu as vu Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Je ne sais pas si on aura le temps, mais justement, je voulais te demander ce que tu en as pensé. C'est super intéressant parce qu'on voit la pression économique sur l'exploitation dans les années 90. Dans les années 90, la pression, elle était économique. Aujourd'hui, 1, il y a la pression économique. 2, il y a la pression sociale. 3, il y a la pression sociétale. 4, la pression environnementale. Et ça, sur les épaules d'une seule personne, qui est encore un peu livrée à lui-même, quoi. Et puis toute la chaîne, hein, le consommateur veut moins de produits chimiques, donc le distributeur, le distributeur demande aux coopératives négoce moins de produits chimiques, donc ça se répercute sur l'agriculteur. L'agriculteur, aujourd'hui, il ne va pas avoir 50 000 essais, il va avoir 40 essais au cours de sa vie. Hein. Une saison agricole, c'est 1 an. Donc quand on bosse 45 ans, on a 45 essais. Et donc ça met du temps à réinventer son modèle de production. Ça ne met pas 2 mois, comme on peut le voir dans certaines industries, ou 1 mois. Quand on fait des tests en labo, on fait un test, parfois on peut en faire 15 dans la journée. Là, dans le monde agricole, le test, il se fait sur 1 an minimum. Donc déjà, effectivement, ça complexifie les choses. Et je pense effectivement, quand tu parles de cette pression-là et comment ils le ressentent, je pense aussi que c'est dû au fait que du coup, effectivement, ils voient les médias, etc. mais au quotidien, du coup, tu es quand même dans ta ferme, tu vois un peu tout le temps les mêmes personnes. Et du coup, c'est dur de se rendre compte qu'il y a aussi autre chose que ce que les médias véhiculent, etc. Et donc, tu as tendance à tout prendre comptant. Bien sûr. Sans comprendre qu'effectivement, quand tu viens ici, quand tu viens à Paris, que tu vois le prix justement que sont prêts à mettre certains Parisiens dans certains types d'agriculture, tu es là, il y a quand même de l'espoir, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu le vois pas forcément quand tu es dans ta ferme et que tu bosses 80 heures par semaine et que t'as pas le temps d'aller te faire les petites folies à Paris, quoi. Exactement. Donc c'est ça aussi. Et puis qu'on te dit, de toute façon, il y a les produits moches. Et puis qu'on dit à l'agriculteur, non, ces produits-là, ils sont moches. De toute façon, il y en a 20% qui sont moches, donc je te les paye pas. Je te les prends, mais je te les paye pas. Par contre, la distrib, elle les vend, ces produits. Oui. Et toi, tu as une pression de malade sur les épaules pour produire des trucs super propres, toujours beaux et tout. Sauf qu'à un moment donné, le produit qui est le plus beau à l'extérieur, c'est pas forcément le plus propre. Donc le consommateur, il faut qu'il soit capable de faire un choix. C'est soit je suis propre et un peu moins beau, soit je suis très beau et un peu moins propre. Voilà, c'est ça. Il y a une balance à trouver, c'est ça. Il y a la balance, et puis ensuite, je pense qu'il faut être relativement positif sur ce sujet-là, puisque le consommateur a conscience qu'il faut changer son mode de consommation. Par contre, il n'achètera toujours pas des produits moches, pour être tout à fait honnête. Il n'est pas encore prêt dans sa tête. Et puis, l'agriculteur change aussi, parce qu'il a envie d'avoir plus de contact avec la terre. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, les médias prennent parfois la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, parce que c'est très très compliqué l'agriculture. Hein. Même quand ça fait 25 ans qu'on fait de l'agriculture, on se fait toujours berner par la nature. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle pour en parler. Et c'est aussi aux agriculteurs, du coup, de reprendre en main de reparler, quoi. De parler pour eux, pas laisser les COP, les médias, etc. parler pour eux, ou les marques. Ouais, mais on a notre propre schéma de pensée. Aujourd'hui, il y a des gens, on ne leur fera pas changer d'idée parce qu'ils sont obtus sur un sujet. T'as beau faire passer n'importe quel message. Si cette personne, elle a un pouvoir de nuisance, et parce que sa manière de penser, c'est celle-ci, l'agriculteur peut dire ce qu'il veut. Cette personne, elle communiquera toujours comme ça parce que c'est comme ça qu'elle pense, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. On a fini. Merci à toi. Histoire de rester dans les temps. Merci.
Un grand merci pour avoir écouté le 2e épisode de Culture Agri. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Clément d'avoir partagé tout ça avec moi et à Paul pour la partie technique. Pour acheter des semences ou une pièce de tracteur, un seul geste, agriconomie.com, et pour découvrir les autres membres de la ferme digitale, rien de plus simple, lafermedigitale.fr. Pour être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la ferme digitale sur les réseaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et les autres plateformes. Parlez-en autour de vous. Ces 2 premiers épisodes sont des tests et si nous atteignons une certaine audience, on continuera à vous partager d'autres belles histoires d'agriculture et d'innovation. En somme, c'est vous qui décidez s'il y a un prochain épisode ou non. À bientôt, j'espère.